CNET Live numéro 12, on est le 6 avril, bonjour les gars. Bonjour Pierre. On commence la semaine avec l'arrivée du nouveau CNET France, donc une nouvelle version du site avec un design un petit peu particulier, une grosse avancée pour nous. C'est un design adaptatif, ça veut dire qu'on va pouvoir voir le site sur tous les devices. Tu nous as apporté un petit iPad. Sur l'iPad par exemple, là, typiquement comme tu disais, le concept c'est de voir tous les contenus du site donc s'afficher sur n'importe quel device. Là tu le mets en mode paysage ou portrait, ça s'affiche super bien. Les vidéos fonctionnent, ce qui est quand même pas mal. En fait, l'idée, c'est d'avoir donc sur le même site, le même contenu, quel que soit l'outil utilisé, que ce soit sur smartphone, sur tablette ou sur un PC habituel. Donc ça, c'est la grosse actu pour nous sur le site. Ça nous a pris pas mal de temps. Dans l'actu, on a également une montée qui arrive enfin de Android 4, Ice Cream Sandwich. Ouais. Et c'est plutôt doux quand même. On est à 3% de part de marché, donc sur tous les terminaux Android. 3% d'ICS. ICS, on rappelle, c'est la version 4, donc qui est censée unifier tous les terminaux, tablettes et smartphones. Faut dire que pour le moment, tu as peu de terminaux qui sont sous ICS, hein, quand même, Pierre. Il n'y en a pas beaucoup, c'est clair. Et pour faire grimper cette part de marché d'ICS, on attend surtout les mises à jour du Galaxy S2 et du Sensation, qui sont des terminaux qui sont assez présents sur le marché. Voilà, donc aujourd'hui, la grosse majorité du gâteau, c'est Android 2.3, qui reste le gros Android du marché. Juste, ça a quand même... depuis janvier, on était à 0,6% en janvier, on est à 2,9% en mars. Donc il y a une progression réelle. Maintenant, c'est pas grand-chose quand même, 3%. Ok. Bon, il y a aussi le problème des prix, c'est-à-dire que les smartphones qui sont capables aujourd'hui de faire tourner ACS sont assez chers. On a eu un exemple là, qui vient d'arriver avec l'annonce des prix du Padphone d'Asus, qui est un smartphone un petit peu particulier, vu qu'il se glisse dans une tablette. C'est un gros bundle. C'est annoncé à 799 €. 4,99 juste pour le téléphone. Juste pour le téléphone, ouais. 7,99, je crois que tu me disais, c'est tout le bundle. Hein. Le clavier, la tablette et le smartphone qu'on vient glisser dedans. Et le stylet qui téléphone. Et le stylet qui téléphone. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu une problématique pour un Ice Cream Sandwich, c'est d'arriver à rentrer sur le marché. C'est que des produits qui sont assez chers. Alors après, c'est qu'une mise à jour. C'est-à-dire que tu as acheté un Galaxy S2 à 1 €, il va profiter de cette mise à jour. Ton Sensation, c'est pareil. Donc bon, voilà, sur les terminaux qui arrivent avec du ICS embarqué, c'est vrai qu'ils sont chers. Maintenant, les terminaux qui sont disponibles depuis un an maintenant vont profiter d'ICS de toute façon. Ok. Mais une question, on ne peut pas ajouter cette version d'Android ICS sur une tablette qu'on a déjà. Enfin, moi, je l'ai fait sur ma touchpad. Qui n'était pas sous Android. Qui n'était pas sous Android déjà. Voilà, donc raison de plus. Est-ce qu'on ne peut pas le faire soi-même avec certaines versions? On peut le faire, ouais. Mais c'est plus ou moins compliqué. On va dire que c'est pas super grand public comme méthode. Et puis, il y a le risque de... C'est pas si compliqué que ça. Non, c'est pas trop compliqué. Non, franchement, il y a des bons tutoriaux. Sur CNET d'ailleurs, on a expliqué comment mettre ICS sur son Galaxy S2, ça marche pas mal. Alors toujours Google, on a la Google TV qui est réannoncée encore une fois après un échec en France. L'arrivée donc de la version de Sony, la Google TV. Qui est assez jolie. Qui est assez jolie, mais qui a déjà été présentée au CES. Après, le problème, c'est pas forcément le boîtier, c'est que le contenu. Le contenu est toujours pas là. Qu'est-ce qu'il va y avoir dessus? Même si la VOD est arrivée sur Google TV, tout va dépendre des accords que Google va réussir à passer avec les intervenants en France. On a l'arrivée d'une nouvelle présentation Google Play, etc. Donc ça va peut-être mettre un petit coup d'accélérateur là-dessus. Oui, c'est un pari. En fait. Après, c'est une petite avancée cosmétique. Reste que les accords sont cas par cas dans les pays et que Google n'a pas beaucoup d'amis dans les médias et se fait régulièrement tacler dès qu'il prend leur contenu. Donc on va voir ce qu'il va réussir à faire sur le marché français. Et globalement, ça t'apporte quoi de plus qu'une box, que les services d'une box? C'est l'autre problème. Non, ça fait redondant, c'est le problème des box en France. La semaine prochaine, il y a une annonce Orange avec Microsoft où on sera. Donc on va avoir sur les Xbox du contenu qui va arriver aussi directement. Donc ça fait une box supplémentaire chez soi. C'est vrai que l'offre devient pléthorique et c'est assez compliqué. Ouais. Autre chose, une surprise, c'est les gens sont satisfaits d'une nouvelle iPad. Ah oui, bien sûr. Alors, surprise, c'est vrai que nous, on parle souvent des problèmes d'une nouvelle iPad, qui est super au niveau de l'écran, de l'affichage, du processeur, très bien. Mais c'est vrai qu'on a quand même relevé quelques soucis au niveau de la température, au niveau d'autonomie. L'étude qui a été faite donc en mars aux États-Unis révèle que 98% des utilisateurs, des acheteurs, de ceux qui ont l'iPad, le nouvel iPad, sont très contents de leurs produits. Seuls
6% se plaignent des températures excessives, 9% pardon, d'autonomie moindre. Donc au final, les gens sont... Alors c'est du grand public, hein, je pense que c'est vraiment du très 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 grand public, mais globalement, ils sont contents de leur achat, tant mieux pour eux. Est-ce que c'est pas un sondage qui a été fait au sortir du magasin? Non, c'est ce que je regardais justement. C'est un sondage qui a été réalisé autour du 28 mars, donc un petit peu d'usage. Quand même. Benoît, tu nous parlais de la Google Car. Ouais. Alors Google Car, ça ne veut pas dire que Google se lance dans la fabrication de voitures. Google a décidé de mettre ses compétences au service de la voiture et de la voiture automatique, c'est-à-dire de la voiture qui roule toute seule, sans conducteur. Alors ils font ça depuis un petit bout de temps, mais depuis une semaine, ils ont fait un certain buzz avec une démo d'un aveugle qui a pris le volant. Donc ça marque pas mal les esprits. Donc cette personne est au volant, fait ses courses durant une journée, se promène. En fait, c'est tous les services de navigation de Google qui pilotent la voiture. Voilà, alors le principe, c'est de coordonner un peu tous les équipements qu'on a déjà sur certaines voitures, mais aussi d'autres un peu plus poussés, comme un radar très précis ou des choses comme ça, qui permettent à la voiture de se situer dans l'espace, de reconnaître un peu tous les objets environnement, et de coordonner tout ça et de faire évoluer la voiture, aussi grâce à des données GPS, de faire circuler la voiture dans son environnement en évitant un accident. Alors, ça fonctionne très bien sur autoroute, ils ont fait des dizaines de milliers de kilomètres sur autoroute. En ville, c'est un peu plus problématique parce qu'il y a énormément de paramètres, des piétons, voilà, c'est ça. Alors, globalement, ça peut fonctionner. Après, maintenant, il reste un gros obstacle, c'est trouver un cadre légal à ça. S'il y a un accident, qui va être responsable? Le constructeur auto, le développeur de logiciel, Google. Alors Google, son rôle est un peu ambigu, on ne sait pas trop où il veut en venir. 25 technologies, les constructeurs sont déjà très avancés là-dessus. J'ai l'impression que voilà, c'est de la vitrine plus qu'autre chose, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est assez sympa à voir et je pense que ça donne un aperçu de ce qui va un peu arriver. À mon avis, ce qu'on va voir plutôt, c'est des voitures qui roulent toutes seules sur autoroute dans certaines conditions, en convoi. Volvo le fait d'ailleurs. Avec une voie privée, voilà, dédiée, ça, etc. Aux États-Unis, on a déjà des voies dédiées au covoiturage. On peut imaginer ça aussi pour les convois de voitures automatiques. Ok. On reste un petit peu dans la science-fiction, clairement, là, avec les lunettes de Google. Ça fait un moment qu'on en parle. Là, cette semaine, Google a présenté une vidéo. Alors, c'est un projet. Hein. On est vraiment là, même si techniquement c'est réalisable, puisque comme pour la voiture, on va dire connectée, là, c'est des lunettes qui sont connectées, qui utilisent les services de Google. En gros, l'idée, c'est que tu choses tes lunettes, tu as tous tes services que tu retrouves déjà sur ton smartphone. Tu regardes le ciel, il va te donner la météo. Tu vas te diriger vers le métro, il va te dire « Ah bah non, il y a des travaux dans la ligne 8, tu pourras pas y aller. » Tu dis à tes lunettes, parce que tu parles à tes lunettes, hein, il y a une scène de reconnaissance vocale. Tu dis à tes lunettes « Je prends une photo », elles prennent une photo. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment de simplifier l'interface homme-machine. En fait, c'est de reporter les services qu'on a aujourd'hui sur des smartphones et des tablettes, des choses comme ça, directement dans une interface main libre. Exactement, c'est ça l'idée. Google avait déjà dit, aujourd'hui, tu consommes le web sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ton ordinateur. Demain, tu l'auras directement dans la tête. Ça, c'est leur projet. Bon on est déjà c'est une étape, mais je pense qu'on va y venir, quoi. C'est pas que de la science-fiction, réellement. Non, mais je pense que ça avance, mais c'est vrai que ça fait un peu peur. Enfin, moi, ça pose beaucoup de questions, clairement. Un peu peur pour les migraines, hein, parce que non mais ça soulève plein de questions, Benoît. Il y a effectivement le côté assisté numérique, puisque du coup, t'es un peu décérébré. Il y a le côté lien social aussi. Dans la vidéo de Google, puisqu'ils ont déposé une vidéo un petit peu pour présenter le projet, tu vas dans une bibliothèque et tu parles à tes lunettes, tu dis voilà, donne-moi les bouquins parlant de musique. Tu vas pas avoir ta bibliothécaire pour lui parler, etc. Tu vois, il y a vraiment ce côté lien social. C'est Google qui dicte le contenu qu'on va aller regarder. Au plus concret, Daniel, tu as 2 appareils qui sont annoncés là pour les mois qui viennent. Il y a Canon et Panasonic qui ont annoncé 2 produits. Alors Canon a annoncé une déclinaison de son réflexe, le 60D, dédié à l'astronomie. Il va arriver vers la fin avril à 1 500 €. Donc c'est un clone du 60D, il y a juste quelques paramètres qui ont été ajustés pour faciliter la photographie astronomique et un peu plus sensible à certaines longueurs d'onde. Il y a quelques filtres qui ont été supprimés ou rajoutés
Je trouve que la méthode est assez intelligente. En fait, c'est une déclinaison pour une niche. Ça leur coûte pas très cher à mettre, à mon avis, en place. En même temps, ça intéresse vraiment une catégorie de gens. Ils en avaient déjà fait un il y a 6-7 ans, c'était le 20DA, donc c'est la même recette. Ils l'ont juste mis à jour avec un boîtier plus récent. Et puis ça a l'air de pas mal marcher. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Ouais, ça intéresse du monde. Panasonic ? Panasonic, eux, ils remplacent leur GF3. C'est une version très très grand public de leur concept de compact à objectif interchangeable aux appareils photo hybrides. Donc c'est la nouvelle version avec un meilleur capteur, une électronique plus puissante. Ils adoptent aussi leur objectif motorisé qui supprime les bagues, mais qui a l'avantage d'être très très compact. Et ils en ont aussi profité pour annoncer tout un panel d'adaptateurs optiques. Macro, fisheye, téléobjectif. Niveau prix, on a une idée ou pas encore? Pour le Pana Le Pana, s'il sortira au mois de mai, il est à 700 € avec l'objectif très compact et 550 avec l'objectif standard. Ok. GF5, c'est ça? C'est le GF5. Ça reste encore cher. Ça compact c'est assez haut de gamme quand même. C'est l'entrée de gamme du réflexe. Il faut que tu choisisses ton... Choisis ton camp. Ton camp, ouais, d'accord. Ça se positionne en face des réflexes. Ouais. Toi, tu as reçu 2 joujoux de chez HTC. Exactement. C'est la nouvelle série d'HTC, HTC One. On les avait vus à Barcelone déjà. On rappelle, en 2011, ça a été un peu compliqué pour HTC, une année en demi-teinte. Beaucoup de produits. Du coup, le consommateur ne savait plus trop où aller. Là, ils ont recentré leur gamme autour de 3 produits. Donc, 3 produits avec 3 positionnements différents, 3 positionnements tarifaires différents, mais qui partagent une seule grande qualité, c'est la photo et le design. Donc, bon, techniquement, là, c'est le HTC One X. Bon, t'as toutes les dernières techno. Hein. Là, tu Tegra 3, 1,5 GHz, t'as un écran 1280 par 800 pixels. T'as évidemment ICS, donc on en parlait tout à l'heure, Android Ice Cream Sandwich, avec la super surcouche d'HTC qui est toujours très sympa. Hein. Et là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le X, le S, le V. Combien ça coûte, un truc pareil? Ça coûte cher. Ça coûte cher, mais bon, voilà, juste pour montrer. Ça coûte cher, mais tu es sur les smartphones, il ne faut pas l'oublier, tu es sur un segment qui est pour le moment subventionné. Subventionné, ouais. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est positionné très haut de gamme quand même. C'est du très haut de gamme. Le One X, qui est vraiment balèze, tu le trouves à partir de 49 € avec une subvention quand même. Bon, tu as une offre de remboursement de 100 €. Donc c'est moins cher qu'un iPhone, par exemple. Et encore une fois, on est sur un segment qui est subventionné pour le moment, sauf si tu vas chez Free. Et encore, il y a un paiement étalé, donc au final, c'est à peu près pareil. Donc c'est des produits qui sont très intéressants pour un tarif qui n'est pas non plus, qui t'assassine pas. Non. Dispo de celui-là? Alors dispo là, je crois qu'il va être disponible la semaine prochaine CSFR. Voilà, en gros, là, maintenant. Près de tes jouets. Et l'autre? L'autre, c'est pareil, fait partie de la gamme One. Ça, c'est le V, non, c'est le S, pardon. Donc lui, pareil, un très très joli design, un revêtement en métal. Juste un petit mot, ça ressemble beaucoup à un iPhone parce qu'on a un traitement monobloc. C'est un seul corps, tu n'as plus accès à la batterie, tu n'as plus de carte micro SD. C'était un gros plus des smartphones sous Android. Ouais. Entre autres, c'est que tu pouvais étendre le stockage. Là, c'est terminé. Fini, Maintenant, on est sur du iPhone-like. Ce qui est amusant aussi, c'est que pour mettre la carte SIM, c'est une micro SIM comme sur l'iPhone, et tu as le fameux trombone. C'est exactement la même chose. Ah non, mais là, tu sais que c'est vraiment... on l'avait déjà vu à Barcelone, je ne vais pas dire que c'est du copier-coller, mais pour avoir une finesse et un design comme ça, HTC te dit, voilà, on est obligé d'avoir un traitement monobloc et d'avoir une micro SIM. Très bien, le résultat est beau, le produit est performant. Pourquoi pas? À côté, tu vas bientôt avoir le S3, enfin le 10 S3, en tout cas le prochain Galaxy qui va arriver bientôt, dans un mois. Donc là, clairement, cette année, la bataille, ça sera One X versus Galaxy, en tout cas sur les smartphones. Voilà, c'est tout pour la semaine. On se quitte ici. Daniel, t'es pas la semaine prochaine. JPEP revient. D'ici là, vous avez plein de choses à découvrir sur le nouveau Ciné de France. Et on vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.